vous avez fait ce calcul-là, en fonction de la plus-value que vous souhaitez, de la marge brute que vous souhaitez sur l'opération, ou de la plus-value latente, si vous êtes sur un investissement classique, euh, un investissement locatif, eh bien vous pouvez simplement viser, donc vous visez effectivement à l'instant T un rendement intéressant, avec un cash flow positif, j'imagine, mais ça vous sert aussi à calculer quelle est votre plus-value latente, parce que demain, si vous voulez vous séparer du bien, si vous voulez arbitrer parce que vous en avez plusieurs, eh bien vous savez à l'instant T à combien vous l'avez acheté en moins. C'est aussi un argument, vous positionner à ce montant-là, c'est aussi un argument pour votre banquier au moment de demander votre financement. Parce que oui, c'est possible d'aller chercher des financements quand on achète des biens aux enchères. Et enfin, l'étape 3, eh bien, vous avez votre enveloppe globale, comme on l'a vu sur le calcul, qui est définie, déterminée par la valorisation qu'on a et la décote qu'on a appliquée. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette enveloppe globale? C'est quoi? Et ça, tout ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de très délicat. La valorisation, ça fait des mois maintenant, plusieurs mois que j'accompagne des investisseurs et même des marchands de biens sur le marché des enchères, à aller réaliser leurs premières enchères victorieuses, à comprendre leur marché et à appliquer les méthodes qui fonctionnent, établir des stratégies. Eh bien, ça, c'est un truc qui est souvent contre-intuitif. L'enveloppe globale, on prend finalement les choses à l'envers, comme on l'a vu ici. C'est-à-dire qu'on part de la valeur du bien, on arrive à une enveloppe globale, et ensuite, on va fixer en fonction de ça notre enchère maximale. Parce que quand on a l'enveloppe globale, c'est quoi cette enveloppe? C'est tout ce qu'on va devoir dépenser sur cette opération-là. Ce sont tous nos coûts sur cette opération. C'est-à-dire qu'on va avoir les travaux, éventuellement, si on ne l'a pas appliqué au moment où on valorise le bien sur le marché, on peut très bien le valoriser en disant il y a 50 000 euros de travaux, donc le bien qui vaudrait, s'il était en bon état, 200 000 euros, j'abaisse sa valeur et pour moi, il vaut sur le marché 150 000 euros parce que l'acquéreur va devoir mettre 50 000 euros de travaux. Ou alors, on reste une valorisation du bien en bon état et les travaux, on va les conserver dans notre enveloppe globale à la fin, une fois qu'on a appliqué notre décote. Et moi, je trouve ça plus cohérent de faire comme ça. Donc, on peut avoir dans cette enveloppe globale le coût de nos travaux, et on va aussi et surtout avoir évidemment le prix de l'adjudication, à combien je vais acheter le bien aux enchères, donc ce sera ça notre enchère maximale, et les frais, tous les différents postes de frais. Et là encore une fois, bon, je vous le mets en description, un lien vers la vidéo la plus complète dans laquelle j'explique euh, quels sont les différents types de frais et quels sont leurs pourcentages. Parce que oui, quand on fait nos simulations en amont, avant la vente, on a la possibilité pour les frais fixes, eh bien, de les connaître, de connaître précisément à l'euro près quel sera leur montant, et pour les frais proportionnels, bah, de les calculer. Si on connaît les pourcentages qui s'appliquent, eh bien, vous pouvez tout à fait les calculer en amont. On va les calculer et ça nous permet de savoir quelle proportion de frais on va avoir dans notre enveloppe globale. Et ensuite, ce qui restera, bah, ce sera ce qui va nous rester pour l'adjudication. Donc le vrai enjeu quand on veut se positionner sur un bien aux enchères, c'est donc ne pas se tromper sur la valorisation, c'est là qu'on voit que c'est vraiment essentiel, puisque c'est en fonction de ça qu'on va venir appliquer la décote qui finalement va être bah, notre marge, hein. Une fois qu'on a appliqué ça, on a notre enveloppe globale, et là non plus, il ne faut pas se planter évidemment, et c'est très important, le calcul de tous les frais, des travaux évidemment, c'est aussi une clé, et ce qui nous permet in fine d'avoir notre montant d'adjudication maximale, notre enchère maximale. Et puis ensuite, évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Ça, c'est vraiment notre enchère maximale. Si on a le bien adjugé moins cher, ça n'est que plus intéressant et notre plus-value ne sera que plus intéressante. Maintenant, ce que je vous propose, bah, c'est justement de vous montrer quels outils on va pouvoir utiliser pour estimer le juste prix d'un bien immobilier. Et alors, attention, on va commencer par là, d'abord, et ensuite je vais vous amener voir les différents outils. On ne travaille pas sur une valeur au mètre carré moyen. On ne va pas travailler avec meilleurs agents. Il y a aussi le site La Cote Imo, qui est le site de seloger.com. C'est très très bien quand on va étudier un marché qu'on ne connaît pas encore pour se faire une idée du prix moyen sur le quartier, etc. Voir si ça vaut le coup de se positionner en fonction de nos enveloppes d'investissement ou quoi, et si c'est beaucoup trop cher pour nous, si ça vaut pas le coup d'y aller au contraire. Euh, voilà, ça peut être intéressant, c'est un indicateur pour aller regarder un petit peu le fonctionnement, l'état du marché qu'on ne connaît pas. Mais par contre, on ne va pas faire notre estimation avec ces outils-là. Pas du tout. Notre estimation, on va chercher à être le plus précis possible.
Et donc pour ça, on va utiliser d'autres outils qui sont accessibles à tous, qui sont gratuits aussi. Par contre, il y a une vraie méthodologie à appliquer pour savoir s'en servir et je vous en dis un petit peu plus tout de suite, on va aller regarder ça. Alors, nous voilà sur le document Comment valoriser les biens, qui est un document que j'ai créé, qui fait 22 pages, dédié spécialement à la valorisation des biens et où j'explique ma méthode. Ce document, il est à disposition et téléchargeable sur ma formation Enchères immobilières, les secrets pour réussir. Je vous mets le lien pour celles et ceux qui seraient intéressés en dessous. L'idée, c'est pas de vous faire l'article de la formation ici. Donc on va voir une partie de ce document, mais évidemment pas tout, puisqu'il est réservé aux membres de la formation. Parce que oui, je vous ai parlé tout à l'heure d'accompagnement. Je propose, comme on me l'a demandé à plusieurs reprises, un accompagnement individuel et personnalisé où les places sont vraiment limitées. C'est un produit premium puisqu'on travaille en tête-à-tête sur plusieurs semaines et sur le projet de la personne. Précisément, on étudie ensemble son projet, on monte toutes ses enchères ensemble. Et à côté de ça, pour les gens qui préfèrent le format vidéo et se former seuls de leur côté, j'ai mis en place une formation, c'est plus de 7 heures de contenu, des documents à télécharger, bref, allez voir le lien en dessous si ça vous intéresse. On va voir ensemble quels outils j'utilise pour arriver à une valorisation la plus précise possible. Et pour ça, on va pouvoir utiliser deux outils. Un des deux à ma préférence, vous allez voir. Le premier, est sans doute le plus connu et aussi, je pense, le plus utilisé, c'est un outil qui s'appelle DVF, demande de valeur foncière. Donc dvf.etala.gouv.fr, vous avez le lien en haut à gauche là. Vous avez aussi une version bêta. Vous avez un lien depuis le site DVF dessus. Donc c'est exploredata.gouv. Mais ça revient au même, c'est juste une version un peu plus poussée, un peu plus propre et plus actuelle, on va dire. Ça vous permet d'aller rentrer une adresse, alors une section cadastrale et un numéro de parcelle, mais de toute façon, dans le cadre des enchères, vous avez toujours cette info-là dans le PV de description et ou dans le cahier des conditions de vente. Une fois que vous avez rentré cette info-là, vous voyez, c'est la parcelle en l'occurrence en rose ici, ça vous sort sur le quartier autour, dans le rayon que vous avez déterminé, sur la date que vous avez définie, les parcelles sur lesquelles il y a eu des ventes, qui sont en surbrillance bleue. Et en cliquant dessus, vous allez avoir sur la droite les informations relatives à cette vente-là, avec prix de vente, superficie du bien vendu, typologie de bien, etc., etc. Ça a quand même ses limites, ça ne va pas hyper loin dans les détails sur le bien vendu. C'est la raison pour laquelle moi je préfère, et de loin, utiliser un site qui s'appelle Patrim. Patrim, c'est un site aussi de l'État et il est accessible depuis votre espace particulier sur le site impôts.gouv. Vous vous connectez comme quand vous allez consulter vos documents d'imposition personnelle ou régler d'ailleurs vos impôts en ligne. Et une fois que vous êtes connecté à votre espace en ligne, vous allez cliquer, vous avez un onglet Autres services et vous allez ensuite cliquer sur Rechercher des transactions immobilières. Ensuite de quoi on va vous demander d'accepter les CGU. On vous demande aussi quel est le motif de votre visite, pourquoi vous faites cette recherche-là. Et puis après, on passe à l'étape suivante qui est la recherche à proprement parler. Alors, c'est la raison pour laquelle, ce qu'on a vu précédemment, le fait qu'on vous demande l'usage, il y a des gens qui n'aiment pas l'utiliser, notamment des marchands de biens, parce qu'ils estiment qu'on va les suivre. Le nombre de demandes est limité, mais moi personnellement, je l'ai fait un très grand nombre de fois et on m'a jamais bloqué, on m'a jamais dit que j'avais atteint la limite d'usage du nombre de recherches sur Patrim. Donc à mon avis, soit c'est une légende urbaine, soit ça a évolué à la hausse. Toujours est-il qu'il y a des gens qui ne l'utilisent pas parce qu'ils ont l'impression qu'on va les suivre, que l'État les suit dans leur démarche, etc., etc. Personnellement, je n'ai rien à cacher, je fais tout de façon transparente et honnête. Ils peuvent me suivre autant qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous atterrissez sur cette page-là, qui est votre page de recherche à proprement parler, où vous allez rentrer différents critères, type de bien, nombre de pièces, superficie, donc entre tant de mètres carrés et tant de mètres carrés. Vous rentrez l'adresse du bien et vous pouvez définir, donc sur un rayon donné ou même le tracé à la main, un secteur de recherche au sein duquel vous allez chercher toutes les ventes qui ont eu lieu. Vous définissez aussi une période de recherche. Je vous conseille de borner une période la plus proche possible, 6 mois, 1 an d'abord, et puis d'étendre éventuellement s'il n'y a pas suffisamment de données. Et vous allez atterrir sur ce tableau-là, un tableau comme ça. Vous aurez et une carte avec un positionnement des différents biens vendus,
selon vos critères de recherche, et un listing, comme ça un tableau, qui est exportable d'ailleurs au format PDF, avec tous les biens qui ressortent, qui se sont vendus sur la période de temps que vous avez donnée, que vous avez demandé, et dans la typologie de biens que vous avez rentré, selon tous les filtres que vous avez renseignés. Donc on voit qu'on a la commune, l'adresse précise du bien, sa date de vente, l'année de construction du bien, que ce soit un immeuble ou une maison, le nombre de pièces, l'étage, si c'est un appartement, la surface utile en mètres carrés, le prix auquel ça s'est vendu, hors frais de notaire bien sûr, et ça vous calcule le prix moyen au mètre carré de surface utile par bien, et vous pouvez même cliquer en appuyant sur la loupe ici, et ça va vous sortir une fiche qui est téléchargeable avec encore plus de renseignements sur chacun des biens. Ça vous permet de savoir notamment si ce bien s'est vendu avec des annexes. Est-ce qu'il y avait une cave, un parking, un box, une terrasse, une piscine pour une maison, ce sera noté aussi si elle a été déclarée. Bref, tout un tas d'informations, et ça vous permet même de savoir si le bien était vendu occupé ou libre. Ce qui va vous servir évidemment pour valoriser le bien. Donc, on se replace toujours dans le cadre, nous, de notre estimation. On a besoin d'estimer un bien donné. On ne va pas utiliser tous les biens qui ressortent ici pour le valoriser. On va en sélectionner quelques-uns, ceux qui sont vraiment le ou les plus proches du bien qu'on a à valoriser. On va prendre le prix au mètre carré auquel ils se sont vendus et on va faire une moyenne de ça pour valoriser le nôtre. Ou alors, s'il y en a un qui s'est vendu dans la même résidence, il y a peu de temps et qui a les mêmes caractéristiques, on va se baser sur celui-ci pour valoriser notre bien. Mais dans ce cas-là, ce sera très simple et c'est quand même assez rare. De façon générale, il faut faire un gros tri au niveau de ce qu'on trouve. Et là, il y a d'autres critères qu'on va utiliser, qu'on va mettre en avant. Il y a une vraie méthodologie plus précise, mais tout ça, je ne vais pas vous l'expliquer ici, d'abord parce que ça prendrait énormément de temps, mais aussi parce que c'est quelque chose que je réserve aux gens qui souscrivent à la formation, parce qu'il y a une vidéo qui va avec ce fichier-là, vous n'êtes pas livré à vous-même avec ce fichier. Il y a une vidéo explicative où j'explique tout le détail de mes procédés, de mes pratiques pour valoriser le bien, et puis aussi évidemment aux gens que j'accompagne en one-one lors des séances, et c'est vraiment un gros travail qu'on fait sur la valorisation des biens. On le fait, on le refait à chaque fois qu'on étudie un bien particulier sur lequel la personne souhaite se positionner aux enchères. On fait la valorisation ensemble parce qu'il y a toujours des spécificités en fonction de est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un appartement, en fonction du secteur où le bien se trouve aussi, et en fonction aussi des résultats de recherche. Il y a toujours un tri intelligent à faire, une sélection à faire pour aller chercher les bons biens et finalement arriver à la prise de décision finale de se dire là-dedans, dans cette liste, quel bien je sélectionne ou pas et comment je pondère aussi, comment je tiens compte des travaux, comment je tiens compte de l'emplacement, peut-être de la vue du bien aussi, ou du voisinage, par exemple si c'est un bien mitoyen. Bref, tout un tas de choses dont il y a lieu de tenir compte pour valoriser le bien de façon extrêmement précise, puisque comme vous l'avez vu dans cette vidéo et comme je pense vous l'avez compris dorénavant, c'est un vrai enjeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu bien sûr, mais aussi et surtout, est-ce que vous utilisez ces outils-là, DVF Patrim? Est-ce que vous en utilisez d'autres peut-être? Dites-moi ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien entendu, si vous avez des questions, je vous répondrai aussi. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo. Bye!